si jamais voilà, vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, nous allions commencer par nous présenter. Donc, moi, je suis Maureen Curtus, avocate en droit du travail of counsel dans l'équipe d'Arnaud Blanc de la Nault. Et donc, je suis accompagnée de Tiffaine Dubé, donc également avocate en droit du travail au sein de l'équipe d'Arnaud Blanc de la Nault. Donc, nous avons vu le plan que nous allons dérouler ensemble et donc les questions qui vont être examinées aujourd'hui. Et donc, nous commençons tout de suite par voir le point du périmètre de mise en place du CSE. Alors, donc, le premier point qui nous paraît important d'aborder est donc le périmètre de mise en place du CSE, car c'est lui qui va conditionner tout le processus de renouvellement de l'instance. Donc, le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise si celle-ci comporte moins de 50 salariés ou dispose de plus de 50 salariés, mais ne dispose que d'un seul établissement. Il sera mis en place un CSE central et des CSE d'établissement si l'entreprise dispose d'au moins 50 salariés et a 2 établissements distincts. On reviendra un peu plus tard sur cette notion d'établissement distinct. Enfin, lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif inter-entreprise conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental, un accord donc, va être mis en place pour créer un comité social et économique inter-entreprise. Dans ce cas-là, qui est un cas assez particulier, il y a des CSE d'entreprise qui ne sont pas supprimés. Vous aurez des CSE d'entreprise et un CSE inter-entreprise. Et enfin, il y a la possibilité d'avoir un CSE au sein d'une UES, une unité économique et sociale, lorsque celle-ci est reconnue, soit par un accord collectif ou bien par une décision de justice. Et dans ce cas-là, il y a des CSE d'établissement et un CSE d'entreprise qui est au niveau de l'UES. Donc, une fois ce point rappelé sur le niveau de mise en place, il convient de s'intéresser à la notion d'établissement distinct. Cette notion d'établissement distinct au sens du CSE est différente de la notion d'établissement au sens de l'INSEE. En effet, vous pouvez très bien avoir une entreprise qui dispose de plusieurs établissements ayant donc des numéros SIRET différents. Pour autant, il n'y aura pas forcément automatiquement autant d'établissements distincts au sens du CSE. Par exemple, vous pouvez le voir sur le schéma qui vous est présenté, qu'une entreprise qui dispose de 4 établissements, un établissement A avec 45 salariés, un établissement B avec 70, un établissement C et un établissement D, a certes 4 établissements au sens de l'INSEE, mais n'en a que 2 au sens du CSE, 2 établissements distincts. Au-delà donc de cette notion d'établissement distinct qui doit se différencier donc, de celle de l'INSEE, le périmètre de l'établissement distinct qui est retenu pour le CSE ne correspond pas nécessairement au périmètre de désignation des délégués syndicaux ou des représentants de sections syndicales, qui là peut être plus restreint. Donc, après avoir vu la notion d'établissement distinct, il convient de se poser la question de comment justement on va déterminer le nombre et le périmètre de ces établissements. Alors, les établissements distincts peuvent être mis en place soit par un accord d'entreprise majoritaire conclu avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ou bien en l'absence d'un tel accord et donc en l'absence de délégué syndical, il est possible de mettre en place ces établissements distincts par un accord entre l'employeur et les élus titulaires du CSE. En revanche, s'il y a un délégué syndical présent dans l'entreprise, il n'est pas possible de négocier avec le CSE, même s'il y a un échec des négociations avec le délégué syndical. Et donc, il est très important de noter cette phase de négociation puisqu'elle est obligatoire, peu importe que l'entreprise comporte un ou plusieurs établissements. En l'absence d'accord, donc si les négociations n'aboutissent pas, l'employeur peut fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il convient de prendre en compte 2 critères, l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, et donc l'effectivité de l'autonomie dont dispose la personne qui est en charge donc, de l'établissement. En réalité, on comprend donc que l'établissement distinct, c'est celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, d'une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne donc la gestion du personnel, mais également l'exécution du service.
Il convient enfin de rappeler que lorsque l'établissement distinct est mis en place par décision unilatérale, cette décision unilatérale ne vaut que pour le cycle électoral, donc généralement 4 ans qui est la durée des mandats du CSE, et qu'à l'issue de ce cycle électoral, il conviendra de procéder à une nouvelle négociation. Par ailleurs, en cas de fixation unilatérale par l'employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts, il convient donc à l'employeur d'informer de sa décision les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou dans l'US, en fonction donc, de savoir s'il y a une entreprise ou bien une US. Également les syndicats ayant constitué une section syndicale, ou alors le CSE, si les négociations se sont déroulées avec lui et donc il n'y avait pas de délégués syndicaux. Vous l'aurez donc compris, la mise en place des établissements distincts se fait soit par accord, soit par décision unilatérale, mais il faut en tout état de cause engager des négociations sincères et loyales. Sinon, la décision unilatérale de l'employeur sera annulée tant que des négociations n'auront pas été préalablement engagées. Voilà. Alors, c'est un sujet vaste, hein, donc n'hésitez pas, si jamais ça va trop vite ou que vous voulez qu'on revienne sur une slide, à nous interrompre dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez dense, donc on essaie de balayer vraiment les points les plus essentiels. Mais voilà, n'hésitez pas toujours à nous interrompre si jamais vous voulez qu'on revienne sur un point, si vous avez des questions. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Pardon. Donc, lorsque la notion et donc la mise en place des établissements distincts a été établie dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur, celle-ci peut être contestée. Mais par qui? Alors, les personnes qui peuvent donc contester cette décision unilatérale sont les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale, ou bien le CSE lorsque la négociation s'est déroulée avec lui. Donc, cette contestation va se faire devant la DRITS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRITS du siège de l'entreprise. En revanche, ne peuvent pas donc contester cette décision unilatérale une section syndicale, puisqu'elle n'a pas la personnalité juridique, ni non plus les salariés. Je vous laisse donc regarder le schéma. Vous voyez, donc lorsque l'employeur a informé sa décision unilatérale, les syndicats disposent d'un délai de 15 jours pour contester la décision devant la DRITS, qui, elle, a un délai de 2 mois pour se prononcer. Et à l'issue de ce délai de 2 mois, il est de nouveau possible de contester la décision de la DRITS devant le tribunal judiciaire dans les délais qui sont mentionnés dans la frise que vous pouvez voir sur la présentation. Donc, je vais laisser désormais la parole à Maureen concernant un autre accord qui doit être également anticipé, à savoir le recours au vote électronique. Merci Tiffaine. Donc, le recours au vote électronique. Donc, c'est vrai que depuis la crise sanitaire, le vote électronique a connu un succès de plus en plus important. Il est vrai finalement que le recours au vote en ligne a de nombreux avantages, comme vous pouvez voir dans cette slide. Ça permet une simplification de l'organisation et du dépouillement. On le sait, organiser le vote peut être parfois un casse-tête organisationnel, une source de stress intense. Il faut trouver des urnes, des isoloirs, commander le matériel, dépouiller un à un les petits papiers, sortir la calculette pour attribuer les sièges. Le vote électronique permet vraiment de décharger sensiblement les ressources humaines dans la préparation des élections, qui peut être franchement très chronophage. Avec le vote électronique, tout est automatisé, calculé pour gagner du temps au moment du dépouillement et même de diminuer les risques, surtout dans les entreprises qui ont beaucoup de salariés. Donc, c'est un vrai avantage. Le vote électronique permet aussi de faciliter le vote, puisque désormais, les prestataires, ils ont mis en place des processus relativement simples avec des interfaces design intuitives et finalement, il est possible de voter rapidement depuis son téléphone, sa tablette, n'importe où. Finalement, on a tous connu des salariés qui ne vont pas voter parce que le jour du scrutin tombe un jour de congé, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et finalement, le vote électronique permet des progrès démocratiques et facilite l'accès au vote à tous. Et enfin, on peut le dire, le vote électronique est écologique, il permet d'éviter d'imprimer les bulletins de vote, de commander des enveloppes, d'expédier du matériel de vote si vous avez un vote par correspondance. Et à l'heure où le souci écologique est de plus en plus important, cela n'est pas négligeable. En contrepartie, il y a en effet des inconvénients que je vous ai mis de coup à droite sur cette slide, qui sont à mon sens quand même à tempérer. Le vote électronique a un coût. Effectivement, vous allez le comprendre juste après, vu toutes les contraintes légales, il faut
presque systématiquement recourir à un prestataire spécialisé, des vraies complexités techniques pour que le vote soit conforme, ça coûte quelques milliers d'euros, entre 4 000 et 10 000 euros pour les plus grandes entreprises. Mais en réalité, le coût est tempéré puisque vous avez pu faire des économies sur toute la logistique physique liée au vote présentiel ou au vote par correspondance. Et autre point, autre contrainte, inconvénient, c'est les contraintes légales. Comme on va le voir dans un instant, le vote électronique est encadré par des règles, que ce soit au niveau de la CNIL, mais au niveau du Code du travail. Il faut être vigilant et bien respecter toutes les règles, parce qu'elles ont pour unique but, finalement, de favoriser le scrutin. Alors, on va faire un point plus important sur toutes ces contraintes. On a les contraintes d'abord légales. Pour recourir au vote électronique, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise ou un accord de groupe. Première étape, on va dire. Je vous précise tout de suite, ça ne peut pas être un accord d'établissement. La jurisprudence admet qu'on puisse avoir, par exemple, un accord d'entreprise qui fixe le principe du vote au recours électronique, et après, on peut avoir un accord d'établissement qui fixe les modalités. Mais le principe doit être quand même négocié au niveau de l'entreprise. L'employeur, il peut décider en effet unilatéralement, c'est comme vient d'expliquer Tiffaine pour le niveau de mise en place au niveau des établissements distincts, etc. Il faut d'abord avoir tenté de négocier de manière loyale avec les délégués syndicaux avant de prévoir cette décision unilatérale. Donc là encore, il faut vraiment tenter, et la jurisprudence l'a rappelé encore très récemment, je vous ai mis les références dans le slide. J'attire également votre attention sur le fait que cet accord ou cette décision unilatérale doivent être distincts et préalables au protocole préélectoral. C'est vraiment quelque chose à anticiper, surtout qu'il faut signer un contrat avec un contrat de sous-traitance avec le prestataire, etc. Donc, il y a quand même des formalités à anticiper, parce que dans votre protocole préélectoral, vous allez faire référence à cet accord ou décision unilatérale sur le vote électronique. Ça s'explique parce qu'au final, on va le voir après, quand on négocie le protocole préélectoral, ce n'est pas les mêmes acteurs que ceux avec lesquels on signe l'accord du vote électronique, puisque l'accord pour le vote électronique, je vous l'ai dit, c'est un accord collectif d'entreprise. Donc pour le PAP, on le verra, il faudra convoquer l'ensemble des organisations représentatives intéressées par le processus électoral. Dans cet accord collectif, ou cette décision unilatérale, vous aurez donc le principe de recours au vote électronique. Il y aura également un cahier des charges. Ce cahier des charges, aucune condition de forme. Pour l'essentiel, on dit à un prestataire comment va être organisé le scrutin dans le respect des principes de confidentialité et de sécurité fixés par la réglementation. Pour l'essentiel, pour vous donner les grandes lignes, il faudra un vote anonyme, chiffré. Il faudra prévoir notamment 3 clés de chiffrement qui seront connues uniquement du président et de 2 de ses assesseurs. On utilisera au moins 2 de ces clés lorsque l'on va dépouiller. Et il faut aussi prévoir notamment un dispositif de secours pour prendre le relais en cas de panne du système principal. Et comme indiqué, une fois que ce cahier des charges est établi, il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ou sur l'intranet, s'il y a un intranet dans l'entreprise. Donc ça, c'est toutes les contraintes un peu légales liées à l'accord vraiment en tant que tel. Et on a toutes ces contraintes aussi par rapport au traitement des données personnelles. Et là, je vous ai mis, et je vous invite à regarder si vraiment vous avez des questions intéressantes sur ce sujet, parce que finalement, la CNIL a publié un question-réponse le 24 octobre 2022, donc très récemment. Elle a recensé toutes les questions qui étaient le plus fréquemment posées sur la collecte et l'utilisation des données des électeurs pour pouvoir y répondre. Dans ces questions-réponses, il est notamment indiqué, comme je vous l'ai dit, que le prestataire choisi est un sous-traitant au sens du RGPD. Donc, il faut vraiment un contrat qui mentionne l'objet, la durée, la finalité du traitement et que ce sous-traitant, vraiment, il respecte les exigences liées au RGPD. Par ailleurs, la CNIL nous dit, attention, c'est bon, pas de déclaration préalable, aucune formalité particulière réalisée en tout cas auprès de la CNIL. La CNIL recommande également certaines dispositions pour l'envoi des mots de passe. Elle vous dit, c'est bien de le faire par des canaux distincts. Elle ne veut pas qu'on envoie par courriel électronique en clair le mot de passe. On ne peut pas avoir un seul mail avec écrit votre mot de passe et le suivant. Non, elle veut soit un envoi du mot de passe en clair, mais par voie postale, soit vous envoyer un lien avec un mot de passe temporaire qui permet après à l'électeur de lui-même choisir son mot de passe. Les mots de passe, il ne faut jamais les stocker. Et aussi une autre question qui est un peu récurrente et qui est revenue, c'est concernant la question secrète, parce que souvent on a une question secrète en cas
de problèmes sur le mot de passe, il ne faut pas qu'elle soit triviale. Qu'est-ce qu'on entend par trivial? C'est qu'il ne faut pas que ce soit une question que finalement quelqu'un peut connaître. La date de naissance, on peut l'avoir facilement. Le code postal, facilement. Numéro de département, pas bon non plus. Donc la CNIL a proposé des solutions. Pour votre question secrète, vous pouvez prévoir les 5 derniers chiffres de l'IBAN, les derniers chiffres d'un salaire, d'une fiche de paie antérieure. Donc vous pouvez dire les 5 derniers chiffres de bulletin de paie du mois de mai, par exemple. Le numéro de matricule, mais encore faut-il qu'il ne soit pas public. Donc si tout le monde connaît le matricule de l'autre personne, ce n'est pas possible. Donc, vous l'avez compris, il y a quand même, c'est assez complexe. Ça vous retire beaucoup de contraintes, mais il y a quand même des contraintes légales et relatives aux données personnelles, raison pour laquelle il faut prendre, à notre sens, un prestataire, plus que recommandé, pour s'assurer le respect des règles réglementaires. Et il faut bien veiller à anticiper, avant les élections, du coup, cet accord. Donc, je redonne maintenant la parole à Tiffaine pour le rétro-planning des échéances afférentes aux dites élections, une fois que vous avez conclu, du coup, ces accords. Là, ça y est, vous avez bien préparé le terrain, et donc maintenant, vous allez pouvoir, enfin, entre guillemets, être vraiment sur les élections et le renouvellement du CSE. Merci, Maureen. Afin de pouvoir visualiser le processus électoral dans son ensemble, nous allons faire un point rapide sur les échéances clés à retenir. Tout d'abord, la première échéance, une fois donc les questions relatives aux établissements distincts et au vote électronique ont été traitées, la première échéance qui apparaît, c'est l'information du personnel sur l'organisation des élections. Celle-ci doit intervenir au plus tard 90 jours avant le premier tour du scrutin. Après ça, vous devez donc inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, on va l'appeler plus communément le PAP, et donc à établir leur liste de candidats. Il convient de noter que la première réunion de négociation du PAP ne peut pas se tenir moins de 15 jours après la réception de cette invitation par les organisations syndicales. Donc, vous négociez le PAP avec les organisations syndicales, puis ensuite vient la période de publication des listes électorales. Celles-ci doivent être affichées au moins 4 jours avant la date du premier tour. Donc, vous avez donc déposé, les syndicats ont déposé les listes électorales, elles sont affichées. Ensuite, a lieu le premier tour, avec le dépôt des listes de candidats, etc. Donc, hop. Une fois donc le dépôt des listes de candidats s'est fait, il y a donc la mise en place des bureaux de vote, éventuellement l'envoi du matériel de vote aux salariés avant le premier tour, s'il y a notamment un vote par correspondance. Et donc, le premier tour du scrutin a lieu après avoir récupéré les votes par correspondance. Il est à noter que ce premier tour du scrutin doit avoir lieu dans les 15 jours précédant l'expiration des mandats. Et donc, une fois que le premier tour a eu lieu, il est important donc d'afficher les résultats et donc de dépouiller les résultats, dépouiller les votes. Et s'il n'y a pas donc de second tour, il conviendra d'envoyer le procès-verbal des élections dans les 15 jours à l'inspection du travail. Toutefois, il est possible qu'il y ait un second tour, notamment si le quorum n'est pas atteint. Et dans ce cas, si le quorum n'est pas atteint, il faut refaire une partie du processus que nous avons vu, donc en réaffichant les listes électorales, toujours dans le même délai, 4 jours avant la date du premier ou du second tour. Là, ce sera pour le second tour. Il faudra donc déposer les listes de candidats, envoyer toujours le matériel de vote et récupérer ensuite les votes par correspondance. Et ensuite aura lieu donc le deuxième tour. Et à l'issue de ce deuxième tour, vous enverrez donc les résultats du second tour à l'inspection du travail. Voilà, une fois que donc ces précisions ont été apportées, je vais redonner la parole à Maureen concernant la détermination des effectifs qui va conditionner les élections et le processus que je viens de vous exposer. Voilà, donc là, on a vu les grandes lignes des différentes étapes. Mais finalement, un des points essentiels, c'est la détermination de l'effectif, puisque l'effectif, qui doit être prouvé par l'employeur si jamais il y a un litige devant le tribunal judiciaire, c'est une donnée primordiale pour l'organisation des élections. De cet effectif, vous allez avoir plusieurs choses qui vont découler, puisque ça vous permettra de savoir est-ce que oui ou non l'entreprise doit organiser des élections. Ça vous permettra de déterminer le nombre de membres du CSE à élire et la répartition des sièges au sein des collèges électoraux. Et ça vous permettra aussi de connaître les attributions pour les CSE.
Donc, c'est vraiment très important. Premier enjeu, je vous l'ai dit, est-ce que je dois, oui ou non, organiser des élections? Le CSE doit être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs. Précision, si pour un mois donné, l'effectif de l'entreprise passe en deçà du seuil de 11 salariés, le décompte des 12 mois consécutifs repart de zéro. Autrement dit, si pendant 8 mois, il y a plus de 11 salariés, si le 9e mois, ça passe en dessous des 11, on remet les compteurs à zéro, et ce n'est pas les 8 mois qui repartent, on repart à zéro, le décompte des 12 mois consécutifs. Si dès sa création, l'entreprise a d'ores et déjà 11 salariés, elle n'est pas obligée tout de suite de mettre en place le CSE, ce ne sera obligatoire qu'après une année d'activité. Maintenant, l'employeur peut décider, accepter que cette mise en place ait lieu plus tôt. Et si jamais on a une baisse d'effectifs en cours de mandat, c'est-à-dire que là, il y a un mandat qui est en cours pour 4 ans, et en cours d'année, enfin dans les 4 ans, il y a l'effectif qui descend en dessous des 11 salariés. Il faut, si on veut que le CSE ne soit pas renouvelé à l'expiration des mandats, cette fois, il faut que l'effectif reste en dessous de 11 salariés dans 12 mois consécutifs. Et auquel cas, le CSE n'est pas renouvelé, simple décision de l'employeur qui suffit à le faire disparaître, il n'y a aucune formalité spécifique à accomplir. Exemple, si depuis janvier dernier, vous avez un effectif en deçà de 11 salariés, et les mandats arrivent à échéance ce mois-ci, le mois de novembre, ça ne fera pas 12 mois consécutifs. Donc, vous devrez renouveler votre CSE. Parce qu'il faut vraiment dessous de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Donc, il y a un vrai enjeu déjà sur savoir oui ou non si on organise des élections. Deuxième enjeu, combien d'élus? Donc, l'article R2314-1 du Code du travail prévoit que le nombre d'élus dépend de l'effectif de l'entreprise. Il y a un tableau dans cet article. Les premières lignes sont reprises dans cette slide. Pour votre information, cet article prévoit tous les seuils jusqu'à 10 000 salariés, auquel cas il y a, de mémoire, 35 titulaires dans ce cas. Et vous avez autant de titulaires que de suppléants. Donc, dans ce tableau, il y a simplement écrit, par exemple, vous voyez, s'il y a 55 salariés, donc c'est la troisième ligne, vous aurez 4 titulaires. Et également 4 suppléants, puisque c'est équivalent. Ce n'est pas mentionné, mais c'est également. Et de ce nombre, de cet effectif, va également dépendre le nombre d'heures de délégation. Donc, c'est indiqué, vous avez, par exemple, toujours dans cet exemple, 18 heures individuelles de délégation pour chaque membre du CSE. Attention, chaque membre titulaire. Je rappelle évidemment que le crédit d'heure ne concerne que les titulaires, les suppléants n'en disposant pas. Donc, là encore, enjeu important. Et troisième enjeu, je vous l'ai dit, les attributions pour le CSE. De l'effectif dépendra également l'étendue des attributions du CSE. De 11 à 49 salariés, en clair, c'est ce qu'on appelle un peu les attributions réduites. Le CSE va présenter les réclamations individuelles et collectives, il va prendre toutes les mesures pour promouvoir la santé, sécurité, exercer le droit d'alerte, notamment s'il y a l'imminence d'un danger concernant comme un accident de travail, une maladie, une atteinte aux droits des personnes, et il permettra également, il pourra également saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes, observations ou autres. Au-delà de 49 salariés, donc à partir de 50 salariés, là, c'est ce qu'on appelle les attributions étendues, c'est-à-dire exactement les mêmes que celles que je viens d'expliquer, mais avec des attributions complémentaires dans de nombreux domaines, notamment, par exemple, tout ce qui est prérogatives en matière d'activité sociale et culturelle, tout ce qui est expression collective, qui concerne toutes les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise. Soit aussi, on peut avoir des membres qui participent au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés. Donc, voilà, il y a vraiment des attributions étendues. Et encore une fois, autre exemple, entreprise de plus de 300 salariés, là encore, obligation complémentaire, vous aurez une commission santé-sécurité qui devra être obligatoirement mise en place. Alors, elle n'a pas de personnalité morale distincte, hein, c'est une émanation du CSE qui va préparer les délibérations. Et il peut y avoir encore d'autres commissions. Et donc, c'est tout ça pour avoir en tête que de cet effectif, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc maintenant, finalement, comment le calculer? Parce qu'on a vu que c'est quelque chose d'important.
Donc, pour calculer l'effectif, on va s'intéresser à définir l'ETP, ce qui signifie l'équivalent temps plein. C'est une donnée qui est utilisée pour calculer l'effectif d'une entreprise et qui permet de déterminer le nombre de salariés présents à une date donnée, corrigé de la quantité de travail. Par exemple, si un salarié est à temps partiel depuis 1 an, il va compter pour 0,5. Donc, le protocole d'accord préélectoral, le PAP, devra faire mention de l'effectif en ETP à la date du premier tour des élections du CSE. D'ailleurs, il convient de noter qu'il ne faut pas confondre la prise en compte dans l'effectif et le droit de vote. Ainsi, l'effectif en ETP correspond en nombre de salariés de l'entreprise, et donc il va permettre de déterminer les différents enjeux que Maureen vient d'expliciter, alors que la liste électorale correspond quant à elle à la liste des salariés qui remplissent les conditions légales pour être électeurs, que je vous présenterai après. Donc là, dans cette slide, on a listé les salariés à prendre en compte dans le calcul des effectifs. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, mais vous avez notamment donc, les salariés en CDI, en CDD, sauf les salariés qui remplacent un salarié absent, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel, voilà, les salariés absents pour maladie, congé maternité, toutes ces personnes doivent être prises en compte dans l'effectif. Précision complémentaire, un salarié en période d'essai doit être comptabilisé. Parce que c'est une question qu'on peut avoir souvent, il faut les compter. Identiquement, si vous avez un salarié qui, donc Stéphane nous a dit, on apprécie au premier jour, au moment du premier tour, pardon. Mais si à cette date-là, vous avez un salarié qui est en cours de préavis, suite à une démission ou un licenciement, vous devez le comptabiliser. Le principe est le même pour les salariés qui sont dispensés d'activité dans le cadre d'une pré-retraite ou encore ceux qui sont dispensés d'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Autre exemple aussi qu'on a pu rencontrer concernant des salariés qui sont recrutés en France mais qui exercent à l'étranger. Toutes ces personnes, vous devez les comptabiliser dans l'effectif. Juste après, nous avons listé donc les salariés qui, quant à eux, ne sont pas compris dans l'effectif. Donc, c'est notamment les salariés en contrat d'apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, le chef d'entreprise, les salariés en CDD, quand je vous l'ai dit, lorsqu'ils remplacent un salarié absent, les salariés mis à disposition qui travaillent depuis moins d'1 an dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez le temps de le lire, mais dans la slide juste avant, ceux qui étaient de plus d'1 an, ils étaient comptabilisés, mais s'ils sont depuis moins d'1 an dans l'entreprise, ils ne sont pas comptabilisés. Parenthèse, rassurez-vous, on vous enverra la slide juste après, donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail vraiment et je ne vous lis pas tout, vous aurez le slide, mais voilà, c'est les points les plus importants. Donc ces salariés-là ne sont pas pris en compte dans l'effectif. Voilà ce qui concerne précisément l'effectif, qui permet encore une fois de voir les 3 enjeux. Donc je rappelle, est-ce que je dois oui ou non avoir un CSE? Combien d'élus j'aurai et donc quels seront le nombre d'heures de délégation et quelles sont les attributions du CSE. C'est vraiment ça l'enjeu relatif à l'effectif. Maintenant, après l'effectif, il y a la question de l'électorat et de l'éligibilité que Tiffany va vous présenter. Donc, il est important de faire un point et un focus sur l'électorat et l'éligibilité parce qu'il y a eu justement des nouveautés assez récemment sur ce point et il est important donc de revenir dessus. Alors, concernant l'électorat, l'état actuel des textes, et notamment l'article L2314-18 du Code du travail, prévoit que sont électeurs les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, d'échéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Quant à l'éligibilité, les salariés qui peuvent être élus sont les salariés qui réunissent les conditions suivantes, à savoir être électeur, avoir 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et ne pas être conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendant, frère, sœur ou allié au même degré de l'employeur. À noter que ces conditions peuvent être modifiées conventionnellement par le PAP. En revanche, le PAP ne peut pas modifier la date d'appréciation de ces conditions qui doivent être remplies au premier tour comme au second tour du scrutin. Et enfin, dernière précision concernant l'éligibilité, les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent. En effet, un ouvrier ne pourra qu'être éligible dans le premier collège et pas dans le collège, par exemple, des cadres, si jamais il y a un 3e collège. Enfin, je vais vous faire part de quelques précisions spécifiques concernant notamment les salariés temporaires et les salariés à temps partiel. Tout d'abord, concernant les salariés temporaires, ils ne peuvent pas voter ni être élus dans l'entreprise utilisatrice.
En revanche, au sein de l'entreprise de travail temporaire donc, à laquelle ils sont liés par un contrat de travail, ils peuvent voter et être élus. Concernant les salariés à temps partiel, ils peuvent voter et être élus. Toutefois, s'ils travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils ne pourront être élus que dans l'une d'entre elles. Donc, ils devront choisir l'entreprise dans laquelle ils décident de faire acte de candidature. Enfin, dernière précision, lorsque vous décidez de recourir au vote électronique, et ce sur plusieurs jours, les conditions d'ancienneté que je vous ai précitées, pour être à la fois donc, électeur et éligible, s'apprécient à la date de premier jour du scrutin. Donc, une fois ces précisions textuelles rappelées, il convient de préciser que la Cour de cassation a déduit de ces textes que les salariés assimilés à l'employeur ne peuvent être ni électeurs ni éligibles. Plus précisément, donc ne peuvent être ni électeurs ni éligibles les cadres qui détiennent un service, un département ou un établissement d'entreprise avec une délégation particulière d'autorité établie par écrit et permettant donc de les assimiler à l'employeur. Par ailleurs, ne peuvent pas être électeurs et éligibles les salariés qui représentent l'employeur devant les représentants du personnel, donc devant le CSE, ou qui exercent au niveau de l'entreprise à l'égard du CSE les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, même si là, il n'y a pas d'écrit établissant une telle délégation d'autorité. Et donc, cette appréciation de la réalité de la représentation de l'employeur, elle relève des juges du fond qui vont donc estimer s'il y a oui ou non représentation un cadre, par exemple, de la représentation de l'employeur devant les représentants du personnel. Donc, il convient de noter que cette précision jurisprudentielle, donc qui ne ressort pas explicitement des textes, mais qui a été déduite par la Cour de cassation, a fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a très récemment déclaré contraire à la Constitution l'article L2314-18, donc relatif à l'électorat et donc à qui peut voter, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation. Donc, les raisons pour lesquelles cet article a fait l'objet d'une censure s'expliquent donc par le fait que cet article avait pour objet, en réalité, de priver les salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeurs à l'élection du CSE, au seul motif qu'ils disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité, comme je vous l'ai dit, qui permet de les assimiler au chef d'entreprise ou d'un pouvoir spécifique, de représentation spécifique. Et donc, pour le Conseil constitutionnel, cela portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. Donc, cet article a été déclaré inconstitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a décidé d'effectuer une censure différée dans le temps. En effet, si ce texte est abrogé, il n'a été abrogé que le 31 octobre 2022, donc là, très récemment, pour permettre aux législateurs de réécrire le texte et donc de ne pas avoir de période de carence avec un vide légal. Cependant, donc, on va se rendre compte qu'en réalité, même si le texte a été techniquement abrogé, donc l'article L2314-18 sur l'électorat, pour l'instant, il n'y a pas encore de texte qui le remplace. La nouvelle version est en cours d'étude par le Parlement et on s'aperçoit que désormais, il y a une réécriture donc, de l'article relatif à l'électorat, L2314-18, qui précise désormais que sont électeurs l'ensemble des salariés, ce qui inclut notamment les cadres qui étaient assimilés à l'employeur et qui le représentaient devant les IRP. C'est-à-dire que désormais, ces personnes-là pourront voter aux élections. En revanche, le projet de nouvel article, donc L2314-19 relatif aux élus, prévoit que ces personnes-là, donc les cadres assimilés à l'employeur ou qui le représentent, ne pourront pas être élus. Pour tout vous dire, ces textes devaient donc entrer en vigueur le 1er novembre dernier. Toutefois, le projet de loi n'a pas été encore définitivement adopté. Il est en cours de validation par une commission mixte paritaire, mais cela ne devrait plus prendre très longtemps. Et d'ici les prochaines semaines, on devrait être définitivement fixé sur le fait que les salariés assimilés à l'employeur peuvent désormais voter, mais ne sont toujours pas éligibles. Parfait. Donc, on arrive à l'étape de l'organisation pratique des élections, donc avant, pendant et après le scrutin. Donc, Tiffaine nous a présenté en début de formation le rétro-planning avec les échéances clés afférentes aux élections. On va s'arrêter vraiment maintenant sur certaines étapes clés.
Donc, si vous avez été attentif, vous l'aurez compris, mais on le répète, il faut tout d'abord, et pour mémoire, déterminer le périmètre des élections, ça c'est vraiment en amont, et engager une négociation pour la mise en place du vote électronique. Dans les deux cas, on tente de négocier un accord, et ce de manière loyale. À défaut, on peut avoir une décision unilatérale. Ensuite, autre point, Stéphane vous a dit, il faut d'abord informer le personnel, donc au plus tard 90e jour avant le premier tour des élections. Et cette information, donc, elle doit être faite au personnel, mais également aux organisations syndicales. Donc, les organisations syndicales, l'information se fait, donc, comme je vous l'ai rappelé, 2 mois avant, pour les inviter à établir leur liste de candidats. Donc, par courrier, comme vous indiquez, donc par courrier pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, et par tout moyen, pour toutes les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. Donc, il y a juste cette distinction-là. Il faut bien inviter tout le monde, puisque le refus de négocier avec une OS intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections, si l'OS concernée le demande. Donc, il faut vraiment les inviter tous sans exception, selon les 2 modalités précisées dans cette slide. Et attention à ne pas faire d'erreur. On a pu voir notamment dans un dossier une erreur sur 2 dates, sur l'invitation, annulation des élections. Donc, il faut vraiment être très attentif sur cette invitation. Donc, concernant la négociation du protocole d'accord préélectoral, le PAP, cela consiste en la recherche d'un accord afin d'organiser concrètement les élections du CSE. Donc, le PAP comporte obligatoirement les clauses suivantes. La répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, donc ouvriers, employés, cadres, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, avec le cas échéant la mention de l'accord d'entreprise qui prévoit le recours au vote électronique s'il est déjà arrêté, et s'il est déjà arrêté, donc le nom du prestataire qui a été choisi pour le mettre en place. Et pareil, s'il y a lieu, il faut prévoir également les dispositions prises pour faciliter la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. Donc, au-delà de ces clauses obligatoires, le PAP peut comprendre également des clauses facultatives plus favorables. Par exemple, une clause portant sur le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation. Donc, ceux-ci peuvent être modifiés lorsque le volume global de ces heures au sein de chaque collège est au moins égal à celui qui était prévu par le Code du travail au regard de l'effectif. Vous vous souvenez, dans le tableau que l'on a vu tout à l'heure et qui vous a été présenté par Maureen, dans une entreprise de 50 salariés, il y a en principe 4 élus titulaires et 18 heures individuelles de délégation. Le PAP pourrait par exemple prévoir 5 titulaires qui auront chacun 18 heures de délégation, car c'est une clause qui serait plus favorable. Donc, si le PAP peut contenir des clauses plus favorables, en revanche, il ne peut pas comporter des clauses moins favorables aux salariés que les dispositions légales, ni des clauses contraires aux principes généraux du droit électoral. Enfin, le PAP fixe les conditions de déroulement du vote pour les 2 tours du scrutin et n'est en principe valable que pour les élections pour lesquelles il a été conclu. Si de nouvelles élections doivent intervenir à la suite donc, de la fin des mandats, il conviendra de négocier un nouveau PAP. Sur cette négociation du PAP, encore une fois, il faut une négociation loyale, en mettant notamment à disposition des syndicats tous les éléments d'information indispensables à celle-ci. Concrètement, la jurisprudence considère qu'il faut fournir les éléments nécessaires pour contrôler les effectifs. Ce que je vous l'ai dit, c'est une donnée fondamentale. Donc, registre du personnel, déclaration sociale expurgée des données confidentielles, et vigilance, là encore, défaut de loyauté, nullité du PAP, nullité des élections. Par ailleurs, la validité du PAP, donc conclu entre l'employeur et les OS intéressés, répond à des règles de validité qui diffèrent en fonction du sujet. Comme indiqué dans cette slide, la plupart des clauses sont soumises à la condition de double majorité. Alors concrètement, double majorité, ça veut dire que pour être valide, il faut que ce soit signé par la majorité des organisations syndicales qui ont participé à la négociation du protocole
et que parmi ces signataires figurent les organisations syndicales représentatives qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Quand je vous dis les OS qui ont participé à la négociation du protocole, la Cour de cassation dit qu'en fait, participer à la négociation, ça veut dire les OS invités qui s'y présentent. Quelqu'un qui vient autour de la table, mais qui après décide de quitter la table des négociations, elle compte, cette OS. Pour la double majorité, comme indiqué, ça concerne les sujets suivants: répartition du personnel entre les sièges, répartition des sièges entre les collèges, modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, la modification du nombre de membres qui composent la délégation du CSE, ainsi que leurs heures de délégation. Si la condition de double majorité, elle n'est pas remplie, qu'est-ce qui se passe? L'accord n'est pas pour autant irrégulier. Là, par contre, le défaut de majorité ne permettra pas l'annulation du protocole et donc des élections. Mais les parties qui ont un intérêt, employeurs, syndicats, salariés, ils peuvent saisir le tribunal judiciaire pour fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections. Exception, la DRIT est seule compétente pour les deux premiers points que vous voyez, tout ce qui concerne la répartition du personnel entre les sièges et la répartition des sièges entre les collèges. Là, ça suspend, s'il y a une telle saisine, ça suspend le processus électoral jusqu'à ce qu'on ait une décision administrative. Et donc, on a une prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, deuxième temps, pour certains sujets, il faut l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Attention, unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Et cette fois, pas l'unanimité des participants à la négociation. Et là, ça concerne le nombre et la composition des collèges électoraux, s'ils sont obligatoires, s'ils sont dérogatoires aux collèges légaux, et l'organisation du scrutin en dehors du temps de travail. On va faire un point plus précis concernant ces collèges. En principe, vous avez deux collèges: ouvriers employés et ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Mais si vous avez plus de 25 ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et cadres, il faut obligatoirement avoir un troisième collège, le collège cadre, qui doit être constitué. Et si jamais vous êtes dans une entreprise ou un établissement où, vu l'effectif, on n'aura qu'un seul titulaire et un seul suppléant, là, on aura un collège unique qui sera constitué, qui s'appelle du coup le collège unique. Cette composition, elle peut être modifiée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, par convention, accord collectif, si c'est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et pas qui ont participé à la négociation. En revanche, on ne pourra jamais supprimer le collège cadre si sa constitution est obligatoire. Et une fois que vous avez défini ces trois collèges, eh bien, comment on répartit les salariés dans les collèges? Eh bien là, ça dépend des caractéristiques de l'emploi occupé, de la nature des fonctions qui sont réellement exercées par le salarié. Ensuite, donc, vient le moment d'établir les listes de candidats. Donc, le premier tour des élections professionnelles est ouvert à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le PAP, notamment les sections syndicales. Toutefois, cela n'implique pas que les candidats présents sur les listes adhèrent à ce syndicat. Les syndicats peuvent, par exemple, présenter tout aussi bien leurs propres adhérents que des salariés qui ne sont pas syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale, même non représentative. Au deuxième tour, les candidatures sont libres. C'est-à-dire que les listes du premier tour sont maintenues, sauf si les organisations syndicales qui les ont présentées décident de les retirer. Les listes de candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, étant précisé que c'est dans le collège au sein duquel ils se présentent. Elles peuvent être incomplètes, tout en respectant la parité, de sorte que, par exemple, l'unique candidature d'un homme au premier tour n'est pas conforme, mais elles ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. Les listes donc, de candidats seront également soumises à une obligation d'alternance stricte dans la présentation entre les candidats de chacun des deux sexes, tant que cela est possible. Donc, un homme, une femme, un homme, une femme. Il convient de préciser que la loi ne fixe pas de date limite pour le dépôt des candidatures, mais que généralement, cela est précisé dans le PAP. Ok, donc nous avons vu l'avant. Maintenant, c'est le jour J, donc c'est le jour des élections. Obligation très importante, l'employeur et ses représentants doivent observer une stricte neutralité. Ça a encore été rappelé par la Cour de cassation récemment. Il ne faut pas utiliser des moyens de pression en vue d'influencer le vote des électeurs. Il faut garantir un égal niveau d'accès aux moyens de propagande. C'est un principe essentiel du droit électoral
Donc, si jamais cela n'a pas été respecté, sanction, annulation des élections, même si l'action qui a été faite par l'employeur n'a pas eu d'influence sur le résultat des élections. Donc, c'est une sanction immédiate. Ensuite de ça, vous avez, donc, Tiffany vous l'a dit, on peut avoir 1 ou 2 tours. Donc, le scrutin électoral se compose, alors c'est un scrutin de liste. Hein. Les électeurs votent pour une liste de candidats et non pour plusieurs candidats pris isolément. Et on procède à des votes séparés pour les titulaires et les suppléants. Vous avez un CERFA pour chacun. Les élections, au premier tour, on peut avoir une élection quand le quorum est atteint. C'est assez technique, donc on vous a mis un exemple très concret. Si le quorum est atteint, on n'a pas besoin d'avoir un second tour. Dans l'hypothèse inverse, il est procédé dans les 15 jours, comme l'expliquait Tiffany, au deuxième tour du scrutin. Donc, le quorum est calculé dans chaque collège électoral et dans chaque catégorie. Donc, sur cette slide, vous avez un exemple. On a pris l'exemple que vous avez 30 électeurs inscrits. Mais on regarde donc le nombre de votants et on n'a que 30 personnes qui sont allées voter. Sauf que dans les 30 votes, on a 12 bulletins qui sont blancs ou nuls. Donc, on a 18 suffrages valablement exprimés. Donc, on a ces données-là. Le quorum, donc, c'est simple, il suffit de regarder le nombre d'inscrits et de diviser par 2. Donc, c'est la colonne du milieu. Donc, 40 divisé par 2, ça fait 20. Combien on a de suffrages valablement exprimés? On a fait le calcul, 18. Donc, il aurait fallu avoir plus que 20. Donc, D étant, donc le nombre de suffrages valablement exprimés étant inférieur au quorum, le quorum n'est pas atteint, donc on aura nécessairement un deuxième tour. Mais attention, il faut en tout état de cause dépouiller ce premier tour. Parce que c'est très important, ça permettra, ce premier tour, même si on doit faire un deuxième tour, ça permettra d'avoir l'audience minimale requise d'un syndicat pour établir sa représentativité, l'audience recueillie à titre individuel par un salarié pour savoir s'il peut être éventuellement désigné comme délégué syndical, et ça permet aussi d'avoir les conditions de majorité pour savoir qui peut ou non signer les accords d'entreprise. Donc, c'est très important quand même de dépouiller, même si on n'a pas atteint le quorum. Ça, c'est le premier tour. Deuxième tour, donc on continue notre exemple, on estime que du coup, donc le quorum n'est pas atteint, on doit faire le deuxième tour. Donc, on fait ce deuxième tour. Là, le calcul se fait en 3 temps. D'abord, premier temps, on calcule le quotient électoral. Donc, c'est tout en haut à droite. Le quotient électoral, il suffit de prendre le nombre de suffrages valablement exprimés, donc 18, divisé par le nombre de sièges. Donc là, dans ce calcul effectif, on a prévu qu'il y avait 2 sièges à pourvoir. Donc, 18 divisé par 2, c'est 9. Donc, on a notre quotient électoral. Ensuite, deuxième tour, on calcule la moyenne des voix obtenues par chaque liste. Donc là, pour connaître le nombre de voix obtenues par une liste, il faut additionner l'ensemble des voix obtenues par chaque candidat de la liste et de diviser cette somme par le nombre de candidats présentés sur la liste. Donc, dans cet exemple, on a pris M. Tartampion, qui est sur la liste du syndicat Y en a marre. Il y a 2 candidats sur cette liste, si vous avez bien suivi, puisqu'on ne peut pas avoir plus de candidats que de sièges à pourvoir. Là, je vous ai dit, il y a 2 sièges à pourvoir. Et en plus de ça, si vous avez bien suivi ce que Stéphane vient d'expliquer, on a l'alternance, pour respecter la parité, on est parti dans cet exemple, donc il faut, le sexe est représenté, donc la deuxième candidate était une candidate. Il y a eu certaines ratios sur les listes, et donc au global, quand on regarde, entre M. Tartampion et Madame, il y a eu 26 voix. Donc on est sur la colonne, vous voyez le 3e chiffre en vert sur la ligne du bas. On a 26 voix. 26 voix divisées par 2, on divise par le nombre de candidats qu'il y avait sur la liste, ça fait 13. Donc, c'est la ligne juste à côté, deux colonnes à côté, donc 13. Donc, 13, il faut vraiment suivre, mais dans l'exemple, donc on a 13, et le chiffre qu'on a calculé tout à l'heure, c'est le quotient électoral, c'était 9. 13 divisé par 9, ça fait 1,4. Sauf qu'il faut mettre un nombre entier. Donc, on met 1, c'est juste à côté, donc il y aura un siège à pourvoir. Et aussi, c'est la ligne juste après, on calcule la moyenne. Donc là, vous avez le calcul qui est expliqué. Il suffit de prendre donc V, c'est-à-dire la moyenne des voix, donc le chiffre 13, divisé par K, c'est-à-dire si on suit le nombre de sièges, donc 1 plus 1. Donc 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Et ça, c'est important pour voir si jamais il reste des sièges restants, et bien on regardera parmi tous les noms qui a la plus forte moyenne pour attribuer les sièges restants. Alors, comme ça, du coup, vous êtes assez vulgarisé avec cet exemple. Ça peut être assez complexe comme ça, mais c'est assez intuitif. Hein. Le formulaire CERFA, avec les lettres, il explique quelles données reprendre, etc. Donc, c'est assez intuitif
ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, ça y est, vous voyez enfin le bout de ces élections et presque de cette formation, et c'est l'heure de proclamer les résultats. Donc, attention, il y a une jurisprudence récente du 21 septembre dernier qui le rappelle, il faut dépouiller en public, porte ouverte. Il a pu être jugé, par exemple, que même si la baie vitrée permettait de visualiser la salle de vote, cela n'était pas suffisant car, selon le droit électoral, le dépouillement doit avoir lieu en public. Donc, les électeurs, les candidats, les représentants syndicaux et éventuellement ceux de l'employeur doivent pouvoir y assister. Sinon, la sanction encourue est l'annulation des élections. Par ailleurs, selon le code électoral, le PV des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs et immédiatement après la fin du dépouillement, en 2 exemplaires. Immédiatement, ça veut dire tout de suite. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le PV qui avait été rédigé dans l'heure qui avait suivi la fin du dépouillement avait été rédigé donc trop tardivement, et donc les élections ont été annulées. Et une fois que le PV est établi, le président du bureau de vote proclame le résultat en public et il affiche le résultat en toutes lettres dans la salle de vote. On adresse le PV et sachant que la transmission s'effectue soit par voie postale, au moyen d'un formulaire homologué, ou bien par voie électronique. Voilà, donc au moment des questions-réponses, alors on vous avait donné la possibilité de nous poser en amont quelques questions et quelques interrogations que vous avez pu rencontrer. Donc on a sélectionné des questions qui ont pu nous être posées. Et donc on va y revenir. Donc on a 4 questions. Donc, et après, si vous avez d'autres questions du fait de la formation qui vous ont inspiré, évidemment, n'hésitez pas. Mais on a déjà ces 4 questions qui ont été posées en amont sur lesquelles on va revenir. Alors, la première question, c'est le PAP doit-il être publié? Parce que vous savez, il y a une obligation en principe maintenant de publier les accords collectifs, sauf exception. Concernant le PAP, sa publication est facultative. Elle n'est pas imposée par le Code du travail. Toutefois, il y a souvent une clause au sein du PAP qui permet de préciser quelles sont les modalités de publicité. Par exemple, sur l'intranet de l'entreprise, un affichage dans les locaux. Donc, il est important et nous recommandons de prévoir des mesures de publicité, notamment quant à la date limite de dépôt des candidatures. Il y a une exception en cas de modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, donc ce que permet le PAP. L'accord doit forcément être communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mais uniquement à sa demande. Alors, deuxième question qui a pu nous être posée sur la liste électorale. Que faire en cas de sexe ultra-minoritaire? Donc, normalement, comme vous l'a dit Tiffany, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Et lorsque la proportion de chaque sexe n'aboutit pas à un entier, il faut arrondir. Donc, si on a une décimale supérieure à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à 5 et inférieure en cas de décimale strictement inférieure à 5. Donc, admettons, on fait notre calcul et on voit que dans l'entreprise, il y a 0,4 femmes. Donc, l'entier inférieur, c'est 0. Donc, on a un sexe ultra minoritaire. Donc, normalement, il n'y a pas d'obligation de présenter un candidat du sexe en question. Le protocole préélectoral ne peut pas imposer la présentation d'un candidat du sexe ultra-minoritaire, mais les syndicats sont libres de présenter ou non un candidat du sexe ultra-minoritaire, mais c'est vraiment leur décision. Et auquel cas, le candidat ne peut pas être en première position sur la liste. Troisième question qui a pu nous être posée. Donc, c'est vrai que avec le vote électronique, ça revient souvent. On a une entreprise qui a 100% de vote électronique, où est-ce qu'elle publie ses résultats? Donc, normalement, c'est vrai que quand on regarde l'article du Code électoral, il faut que les votes soient, les résultats soient prononcés à la sortie du bureau de vote, que le PV soit signé, que ce soit vraiment fait dans la salle des élections, et c'est un principe général du droit électoral. Sauf que, du coup, qu'en faire en cas de vote 100% électronique? Et c'est une jurisprudence, du coup, qui a posé cette question, parce qu'on a cette partie du Code électoral qui nous impose ça, mais on n'a pas de salle de vote en cas de vote électronique. Et bien là, la Cour de cassation dit, dans ce cas-là, on peut publier par tout moyen qui permet l'accessibilité de ce résultat dès sa proclamation à l'ensemble des salariés d'entreprise. Et dernière question. Dernière question qui est regroupée en 2 questions. Comment se déroule la dernière réunion du CSE pré-élection? Et ensuite, on verra comment se déroule la réunion du CSE post-élection. Alors, tout d'abord, concernant la dernière réunion du CSE pré-élection, généralement, lors de la dernière réunion,
du CSE sortant, les élus rendent compte de leur gestion. Donc, il y a un arrêt des comptes qui est fait du CSE avec un état du compte de fonctionnement et du compte des activités sociales et culturelles. Les élus transmettent également les documents relatifs à l'administration et à l'activité du CSE, notamment les PV des réunions, les différents comptes rendus de gestion, le chéquier, les cartes bancaires. Et généralement, également, il est prévu des modalités de transmission de ces éléments au CSE qui va être renouvelé, et donc aux nouveaux élus. Il est également possible de prévoir de désigner un ou plusieurs administrateurs qui vont exécuter certaines décisions et gérer les affaires courantes pendant la période entre la fin des mandats et la première réunion du CSE renouvelé, parce qu'il peut parfois y avoir une petite période de carence. Et généralement, dans ces cas-là, on fixe dans le cadre d'une réunion on désigne 2 personnes ou 3 personnes pour gérer ça. Généralement, il y a le trésorier et le secrétaire qui sont désignés pour assurer la gestion courante du CSE jusqu'à la première réunion du CSE renouvelé. Et enfin, donc, une fois que vous avez eu vos élections et que vous avez désigné les nouveaux élus, lors de la première réunion du CSE, il convient de désigner les membres du bureau, donc à savoir le secrétaire adjoint éventuellement, le trésorier adjoint, de désigner les représentants aux organes de direction, notamment au conseil d'administration, au conseil de surveillance, à l'assemblée générale des actionnaires, de désigner le référent en matière de lutte contre le harcèlement, vous savez que c'est maintenant obligatoire, de désigner aussi éventuellement les représentants de proximité, s'il y en a, de mettre en place les différentes commissions, plus particulièrement la CSSCT dans les entreprises de plus de 300 salariés, d'approuver enfin les comptes de l'ancien comité qui ont déjà normalement été établis lors de la dernière réunion, et enfin, éventuellement, d'élaborer un nouveau RI, un règlement intérieur, ou bien de maintenir celui qui était préalablement mis en place, l'ancien CSE. Voilà, on arrive au bout de cette formation. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit peu débordé à cause des problèmes techniques. Donc, désolé de ce petit débordement. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous n'allez peut-être pas les avoir là tout de suite, le temps de digérer un peu tout ce qu'on vous a présenté. Mais n'hésitez pas, donc on vous a mis nos adresses email. De toute façon, le support va vous être adressé. Donc, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Merci d'être rendu disponible.